95 nouveautés cette semaine, dont un petit tiers seulement qui ne sont pas des expansions régionales. Aujourd'hui, on va parler d'IPv6. Encore, on va parler de FIS, pas du mien, mais de Fault Injection Services. On va parler du Cloud Club Captain. On va parler de CDK, de C2 Mac. Et puis un peu d'IA, évidemment, pour faire bonne mesure, avec des nouveaux MCP serveurs, nouveaux MCP clients. Et puis un article fascinant qui plonge dans le monde de Trainium. Je vous raconte tout ça dans un moment, c'est le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français, c'est tous les vendredis matins dans toutes les bonnes applications de podcast. Nous étions en déplacement cette semaine, on faisait le tour AWS, un petit tour de France, en tout cas de l'ouest de la France. On est passé à Bordeaux, à Nantes, à Rennes, à Paris également, dans des écoles et puis dans des meet-up le soir. Et c'était bien sympa de vous rencontrer si on s'est vu pendant ces 4 jours. Coucou, je vous fais un recoucou. Merci d'avoir assisté à ces événements. Je vous l'ai dit, 29 nouveautés à peu près cette semaine. Et on va faire un petit tour comme on a l'habitude. C'est un podcast qui est enregistré le 18 septembre tard au soir, qui est publié le 19 septembre au matin, donc si jamais il y a une grosse nouveauté qui manque, ça se pourrait encore qu'il se passe des choses pendant la nuit, pendant la journée, aux États-Unis. La première nouveauté que j'ai retenue pour vous cette semaine, eh bien, elle concerne les développeurs et les développeurs de serverless, d'applications serverless, avec la possibilité d'avoir Local Stack maintenant directement dans votre IDE, en tout cas, si votre IDE c'est Visual Studio Code. Local Stack, c'est ce projet open source un peu fou, je sais pas si vous connaissez, mais qui essaye d'émuler l'ensemble des API d'AWS pour pouvoir faire un stack local, comme son nom l'indique, pour faire du mocking, donc pour pouvoir tester les services sans vraiment les avoir appelés. Donc c'est un petit serveur, un gros serveur web local qui implémente les API de DynamoDB, d'SQS, d'EventBridge et des tas d'autres services d'AWS, de manière à ce que vous puissiez tester vos applications sans avoir besoin vraiment d'une connexion réseau, sans même d'avoir besoin d'un compte AWS. Alors avant, quand vous vouliez utiliser Local Stack pour le testing et puis utiliser l'extension AWS Toolkit dans Visual Studio Code, c'était assez difficile, voire impossible de la configurer pour taper dans des endpoints qui n'étaient pas les endpoints officiels d'AWS. Et bien maintenant c'est possible. Donc si vous avez la dernière version du Toolkit de Visual Studio Code, vous pouvez le pointer vers votre Local Stack. Vous pouvez même installer, configurer Local Stack directement depuis cette extension de Visual Studio Code. Donc si vous faites du développement essentiellement serverless dans Visual Studio Code, allez regarder la nouvelle version de cette extension pour mettre Local Stack. Et ça rentre dans un grand schéma des choses, j'ai envie de dire, puisqu'il y a quand même pas mal de nouveautés côté développement de serverless, puisqu'on a lancé pendant l'été le Console to IDE, donc on développe un peu de code dans sa console sur le web, et puis on exporte un projet qu'on peut rouvrir dans son IDE pour passer le projet à l'échelle. Et puis on avait lancé également la capacité de faire du debugging à distance, de mettre un breakpoint dans le cloud et d'arrêter son exécution de fonction lambda, alors uniquement sur certains langages, c'est pas sur tous les runtime supportés, mais débugger une fonction lambda à distance, je trouvais ça fantastique. Nous vivons dans un beau monde pour les développeurs serverless. Vous vous demandez peut-être comment fonctionne un CPU ou un GPU. Eh bien, il y a eu un article fabuleux sur le blog d'Amazon, pas d'AWS, About Amazon, sur la société Annapurna Labs, qui est une société qui fait partie du groupe Amazon depuis de longues années. C'est eux qui fabriquent les processeurs Graviton, mais aussi les Trainium et les Inferentia. Et ils expliquent de façon super imagée, ça se lit quasiment comme une bande dessinée, c'est quoi un processeur, comment ça marche à l'intérieur, quels sont les principaux composants, et ils démontent ainsi pour vous, avec à force d'illustrations et d'explications, un chip Trainium, donc qui sont ces chips qui permettent d'accélérer vos entraînements d'IA et de machine learning. Donc si jamais vous demandez c'est quoi un systolic array,
ou des Mac Operations, vous aurez de la réponse à vos questions. En lisant cet article, allez jeter un coup d'œil sur le blog d'Amazon. Le lien est évidemment dans les notes de ce podcast. Deux autres nouveautés, tant qu'on est à parler d'IA, puisque Trainium c'est lié à l'IA. Deux nouveautés côté serveur MCP. D'abord, c'est un client. C'est Amazon Q, développeur de la ligne de commande, qui supporte les MCP serveurs. Vous allez me dire, Seb, il supporte déjà les MCP serveurs. Oui, mais cette fois, il supporte les MCP serveurs à distance, sur HTTP. Jusqu'à présent, il supportait les MCP serveurs locaux. Maintenant, vous pouvez également avoir des serveurs distants, ceux d'Atlassian par exemple, ceux de GitHub, qui supportent HTTP, avec évidemment de l'authentification au hôte. Et puis côté serveur, également, je reprends ma respiration, également une nouveauté avec un nouveau serveur MCP d'AWS qui cette fois supporte CloudTrail. CloudTrail, vous savez, c'est ce service qui log l'ensemble des actions API, c'est-à-dire de tout ce que vous faites sur votre compte. C'est un service qui n'est pas activé par défaut, puisqu'il y a du stockage associé, le stockage de ces logs, mais quand vous l'activez, c'est vraiment la mémoire de tout ce que vous avez fait sur votre compte, et c'est un service très utile pour pouvoir débugger parfois simplement, ou faire un rapport de conformité si vous avez des équipes d'audit, faire de l'investigation de ce qui s'est passé au niveau d'un incident de sécurité par exemple. Donc CloudTrail c'est utile pour plein de choses, et le fait d'avoir un serveur MCP maintenant qui a accès à CloudTrail et à CloudTrail Analytics, ça vous permet depuis votre client MCP, donc depuis Amazon Q, depuis Cloud Code, depuis Visual Studio Code, de pouvoir analyser, explorer vos traces d'audit, de log dans le cloud avec ce nouveau CloudTrail MCP Server. Petite news qui est importante si vous développez pour iOS, iPadOS et toutes les autres plateformes d'Apple, vous avez maintenant accès au nouveau Mac Mini M4 et M4 Pro sur Amazon EC2. Alors ça fait quelques années qu'Amazon EC2 propose des accès à des Mac. C'est du dedicated hardware, dedicated host, comme on dit dans le monde de C2. Ce sont des Mac Mini. Et bien la dernière génération de Mac Mini, les M4 et M4 Pro, viennent de débarquer. On nous promet jusqu'à 20% mieux pour les M4 que les M2 et 15% de mieux pour les M4 Pro, de mieux que les M2 Pro. C'est idéal si vous avez des pipelines d'intégration continue, de tests continus qui sont assez demandeurs en matière de CPU. Vous pouvez tourner plusieurs simulateurs iOS en parallèle par exemple, et donc accélérer vos pipelines et construire plus rapidement, et donc éliminer ou trouver les bugs en tout cas le plus rapidement possible. Une nouveauté intéressante du côté du Cloud Development Kit CDK qui permet de faire du refactoring. Alors là, c'est une nouvelle option dans la CLI qui s'appelle CDK Refactor simplement, qui est en preview pour le moment, et qui va vous permettre de renommer des constructs, de bouger des ressources entre des différents stacks, bref, de réorganiser vos applications CDK tout en préservant l'état des ressources qui sont déjà déployées. Et ça, c'est quand même pas mal. Alors CDK n'amène pas ça tout seul, n'invente pas la roue. Il se base sur une autre capability, qui elle est sortie il y a quelque temps déjà de AWS CloudFormation, qui permet de faire aussi du refactoring de stack. Il mappe entièrement tous les aspects calcul, et ça élimine en quelque sorte les risques de faire des remplacements de ressources pendant qu'on restructure son code. Vous savez, vous allez bouger une base de données, vous pensiez que CloudFormation allait préserver la base de données, et non, il l'efface et il en recrée une autre. Catastrophe, c'est évidemment ce que vous voulez éviter. Donc c'est en preview pour le moment. Dites-nous ce que vous en pensez, dites-nous si ça marche pas, dites-nous si ça marche bien, dites-nous ce qu'il faut changer, parce que ces périodes de preview sont quand même très importantes pour les équipes service pour obtenir vos feedbacks. Vous avez le lien et le blog post pour bien démarrer avec CDK Refactor dans les notes de cet épisode.
Vous connaissez probablement les meet-up AWS, les user group AWS, il y en a un peu partout en France et dans le monde, des milliers dans le monde. Il y a la même chose pour les universités, au sein des universités, des écoles en général, pas nécessairement les universités, des associations, comme on dit en français, d'étudiants qui se spécialisent ou en tout cas s'intéressent à un domaine particulier. Ces associations d'étudiants, nous essayons de les aider, de les encourager, de les fédérer également, et c'est un groupe qu'on appelle non pas AWS User Group mais AWS Cloud Club, et nous recrutons des leaders de Cloud Club. Alors dans le monde des Cloud Club, on appelle ça des captains. Si vous voulez être capitaine d'un Cloud Club dans votre école ou dans votre université, vous pouvez appliquer en ligne. La période d'application est ouverte encore une dizaine de jours quand vous allez écouter ce podcast. C'est jusqu'au 28 septembre. FIS, c'est Fault Injection Service. J'aime bien blaguer en disant que FIS, c'est le seul service AWS qui essaye de dégrader la disponibilité de vos applications, puisqu'il introduit des pannes ou des ralentissements, de la latence, bref, des fautes dans votre système pour que vous puissiez voir comment ce système réagit, puis comment vos opérations, comment vos équipes réagissent également. C'est ce qu'on appelle du chaos computing. On en a déjà beaucoup parlé dans le podcast AWS en français. Donc FIS, c'est un service qui permet de faire ça de façon managée et contrôlée. Et bien, ils introduisent cette semaine, c'était il y a quelques jours, un nouveau check, une nouvelle erreur qu'on peut injecter dans vos applications. C'est une augmentation de la latence des volumes EBS. Donc vous pouvez utiliser cette action pour augmenter la latence sur certains volumes dans le cadre de vos expériences contrôlées, testées évidemment, de chaos computing, pour voir comment vos applications, peut-être mission criticales, répondent à des pertes de performance, voire des pannes côté stockage. Donc ça vous permet de tester votre architecture, la sensibilité à la latence, et puis d'observer l'application, le comportement de l'application, et de pouvoir ainsi l'ajuster. Si vous ne connaissez pas encore ces techniques de chaos computing et de fault injection, d'injection d'erreurs dans vos systèmes, allez jeter un coup d'œil sur la page du service FIS. Il y a beaucoup de documentation, il y a beaucoup d'exemples également qui vous montrent comment démarrer, évidemment d'abord sur des environnements de dev ou de test, mais pour nos clients les plus mûrs en matière d'excellence opérationnelle, ce sont des expériences qu'on fait sur la prod, chez Amazon par exemple, chez Netflix notamment. On casse des choses volontairement en prod pour s'assurer que tout fonctionne bien. Et puis ça devient une habitude quasiment dans le podcast AWS en français, la liste des services qui passent à l'IPv6, ça devient urgent, hein, comme les adresses IPv4 sont payantes depuis l'année passée. Vous êtes de plus en plus de plus en plus nombreux à nous demander de pouvoir basculer l'entièreté de vos workloads, de vos applications, de vos infrastructures, de vos architectures sur IPv6. Alors la collection des 2 dernières semaines, c'est CloudFront qui annonce le support d'origine IPv6, parce que CloudFront serveur, donc là où vos clients se connectent, c'est déjà en IPv4, IPv6 depuis très longtemps, mais maintenant la connectivité entre CloudFront et la source de l'origine peut se faire également en IPv6, ce qui fera un tunnel complet depuis vos applications jusqu'au browser en end-to-end, comme on dit, sur IPv6. Alors, il n'y a pas que CloudFront, il y a également Step Function qui maintenant supporte des endpoints dual stack, IPv4 et IPv6. Donc, des endpoints, ça veut dire c'est pour appeler Step Function. Vous pouvez le faire en IPv6. Même chose pour Storage Gateway qui supporte maintenant des endpoints en dual stack IPv4 et IPv6. Et le dernier que j'ai repéré pour cette semaine s'appelle Amazon RDS Proxy. Vous savez, c'est ce service managé qui vous permet de faire un proxy sur des bases de données. Donc vos clients, au lieu de parler JDBC ou DBC ou quoi que ce soit BC, se connectent en HTTPS avec une API REST sur le RDS Proxy, et lui fait la traduction et surtout la gestion du pool de connexion vers vos bases de données. Et bien ce service maintenant supporte IPv6 également, non seulement dans son endpoint,
qui garde évidemment la connectivité IPv4 aussi, donc il est en dual stack, mais aussi comme target, donc la base de données ciblée par Amazon RDS Proxy peut maintenant elle aussi être en IPv6, et ça c'est la liste pour cette semaine. Je suis certain que dans 2 semaines on en reparlera, qu'il y en aura encore d'autres services qui supporteront IPv6. Voilà, c'est la fin de ce podcast AWS en français. La semaine prochaine, on va parler de policies dans tous les sens, avec un portal fait maison pour donner accès en single sign-on aux collaborateurs d'une très grande entreprise. On parle de milliers de comptes, de milliers de personnes qui ont accès au compte AWS. C'est Engie, ça sera dans le podcast AWS en français la semaine prochaine, vendredi matin, dans toutes les bonnes applications de podcast. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour ce podcast avec Engie. Mais d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.